Bonjour et bienvenue à la une de l'actualité ce vendredi. Le 27e congrès de l'Union postale universelle prend fin ce vendredi donc. Hier jeudi, Isaac Nyamba-Yao, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, a été désigné président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Annonce faite par Roger Félix Adom, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. C'est un bonheur pour les producteurs de bananes plantains de la région du Bélier, particulièrement ceux de Toumoudi. Ils viennent de recevoir une unité de production de semoule de bananes plantains inaugurée par Raymond Koudou Kofi. Et désormais, plus de pertes de production de bananes. Ils pourront transformer la banane trop mûre en semoule. 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi à Dar es Salaam, la capitale économique tanzanienne. C'était lors d'une fusillade et l'agresseur a été abattu par la police. Son identité et ses motivations sont encore inconnues et selon les autorités tanzaniennes, il était trop tôt pour parler d'actes de terrorisme. Le 27e congrès de l'Union postale universelle se referme ce vendredi et pour les 4 prochaines années, c'est Isaac Nyamba-Yao qui va tenir les rênes de l'Union. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire vient d'être désigné président du conseil d'administration de l'Union postale universelle. Il devra donc veiller à l'application des recommandations et réformes de la stratégie d'Abidjan. Annonce faite par Roger Félix Adom, le ministre de l'économie numérique, des télécoms et de l'innovation. On va écouter le tout nouveau PCA de l'UPU, Isaac Nyamba-Yao. Vous nous avez demandé donc de proposer de désigner un membre du conseil d'administration représentant la Côte d'Ivoire qui aura donc pour rôle de présider pour les 4 années à venir le conseil d'administration de l'Union postale universelle. Donc à cet effet, après avoir consulté de nombreuses personnes, le Premier ministre Patrick Kachi, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, chef du gouvernement, a proposé au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, un nom. Donc ce nom qui était accepté par le président de la République de Côte d'Ivoire, il s'appelle ce monsieur, je ne sais pas s'il peut se lever, Isaac Nyamba-Yao. Je voudrais adresser mes remerciements aux plus hautes autorités de la République de Côte d'Ivoire, à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur le Premier ministre et à mon patron, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation, le ministre Roger Félix Adom, pour cette confiance portée à ma personne, mais c'est la République de Côte d'Ivoire qui préside donc les travaux de ce conseil d'administration désormais. Je voudrais donc saluer Monsieur le directeur général du Bureau international, Monsieur le vice-directeur général, l'ensemble du personnel du Bureau international et vous tous, les participants à nos travaux. Je voudrais vous saluer, chers pays membres et chers membres du conseil d'administration. C'était donc Isaac Nyamba-Yao, le tout nouveau président du conseil d'administration de l'UPU. Vous avez pu aussi entendre Roger Félix Adom, le ministre. Le 27e congrès de l'UPU, c'était donc du 9 au 27 août, ici même sur les bords de la lagune Ébrié, un rendez-vous mondial qui a réuni 192 pays et plus de 600 délégués présents au Sofitel, mais des milliers d'autres qui ont participé à l'événement via Internet, ce qui a nécessité un gros travail de fourmi. Le congrès referme ses portes ce vendredi, mais nous avons décidé de vous présenter toutes celles et ceux qui ont œuvré à sa réalisation. Retour donc dans les coulisses du 27e congrès de l'UPU. Nos guides sont Fatou Fofana et Hervé Imbois. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le hall, tout comme les autres salles, connaissent un bouillonnement inhabituel, un balai incessant de personnes. On se croise, on se rencontre, on prend part ensemble à une plénière ou à une session en commission. Ces personnes venues du monde entier participent au 27e congrès de l'Union postale universelle depuis le 9 août dernier.
Dans la salle des travaux, 600 machines connectées à Internet pour les délégués en présentiel et une connexion avec plus de 2000 personnes à travers le monde. On a fait des nuits blanches ici. Notre travail consistait d'une part à faire en sorte que les équipements fonctionnent très bien, mais d'autre part à aussi apporter une assistance aux congressistes. Des câbles interminables, en tout 8 km déployés en une seule nuit, des cartons empilés ça et là, preuve de la quantité importante de matériel utilisé. La technologie que nous avons utilisée au départ, c'était l'Internet à travers le Wi-Fi. Quand on a commencé le congrès, on a constaté les limites du Wi-Fi. Donc immédiatement, nous sommes passés au câblage. Donc on a câblé les salles principales. Une fois la connexion établie et les travaux lancés, un autre travail de fourmi démarre. Orchestré par le secrétariat national et le secrétariat international de l'Union. Le secrétariat, en fait, c'est la cheville ouvrière qui accompagne véritablement le comité d'organisation. En fait, nous avons un travail d'ombre, mais en même temps, nous coordonnons tout ce qui est au niveau de la commission, au niveau du flux des informations entre la tête du comité d'organisation. Tout ce qui est comme document, tout ce qui est comme activité et tout ce qui est comme coordination de réunions, tout ça, c'est ce que nous on fait en arrière-plan. Tout ce travail de 192 pays membres de l'Union postale universelle est observé, analysé et relayé au monde entier par pas moins de 80 journalistes accrédités pour l'événement, dont une quinzaine venus de plusieurs pays. Le principe ici de ce centre qui a été financé par le gouvernement dans le cadre de cette organisation est de recevoir des journalistes qui viennent chaque matin, ils restent toute la journée, parcourent les allées du congrès, participent aux 2 conférences de presse quotidiennes que nous avons. La Côte d'Ivoire aurait été sans nul doute au devant de la scène internationale durant ces 19 derniers jours qu'aura duré le 27e congrès de l'Union postale universelle. Tout ce que nous avons essayé d'interviewer, ils avaient une bonne image, saluaient la bonne organisation faite par la Côte d'Ivoire. Si un autre pays africain veut organiser une telle rencontre, je pense qu'on ne va pas encore attendre 87 ans parce que la Côte d'Ivoire a prouvé aux yeux du monde que l'Afrique n'est pas l'Afrique des temps passés. Nous aussi, les journalistes africains, nous étions mobilisés. Ça veut dire que nous faisons notre boulot. Prochain rendez-vous, les Émirats arabes unis en 2025. Voilà pour le 27e congrès de l'UPU, donc ici à Abidjan, au Sofitel. Mais nous y reviendrons très certainement pour les conclusions de ce rendez-vous mondial. La ville d'Abidjan fait régulièrement l'objet de remblayages anarchiques de la part de quelques individus. Rien qu'en 2019, par exemple, 2 300 000 m² de domaines publics maritimes et fluvio-lagunaires ont été remblayés. Le gouvernement a décidé de veiller au grain et de mettre de l'ordre. Une brigade spéciale vient donc d'être mise sur pied pour veiller à la régularité des opérations d'aménagement des rivages, de la mer et des voies d'eau intérieures. Dangui Dangui était présent au lancement des activités de la brigade. Les riverains chassent la lagune sur une partie de son lit naturel pour s'installer. Connu sous le nom de remblayage, le phénomène est estimé à environ 2,5 km² pour la seule ville d'Abidjan en 2019 et soulève des problèmes sécuritaires et environnementaux certains selon les experts, au point où le gouvernement est obligé de réagir avec la création de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique du domaine public maritime et fluvio-lagunaire. Conformément à la feuille de route y afférente, les éléments de la brigade spéciale de lutte contre le remblayage anarchique prenons l'engagement d'accomplir avec loyauté, probité et efficacité notre mission. À vos ordres, monsieur le ministre. Avant de mettre en mission la vingtaine d'agents des affaires maritimes qui composent cette brigade spéciale, le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes leur a demandé d'avoir des comportements exemplaires sur le terrain. En tant que porte-flambeau de votre administration, à travers cette mission, vous avez le devoir de forger et de présenter un comportement irréprochable. Vous devez donc vous distinguer chaque jour tant par votre tenue de travail que par votre tenue au travail. La rigueur et la probité doivent marquer votre quotidien.
Le lancement des activités de cette brigade spéciale a eu lieu à la base maritime de Trècheville. Elle a été dotée d'un véhicule de type 4x4 et de 2 motos pour l'exécution de ses missions, notamment le contrôle de la régularité des opérations d'aménagement des rivages de la mer et des voies d'eau intérieures. On part maintenant dans la région du Bélier. Sur place, les producteurs de bananes plantain de Tomodi se frottent les mains de bonne heure. Ils viennent de recevoir une unité de production de semoule de bananes plantain. Désormais donc, plus de pertes de production de bananes. Les producteurs pourront transformer la banane trop mûre en semoule. C'est l'aboutissement d'un projet financé par le C2D et mis en œuvre par le FIRCA et l'Université Nangui-Abrogwa. On en sait plus avec Léon Brokwame de la station RTI Boaké. La Côte d'Ivoire, pays agricole avec une production annuelle de bananes plantain comprise entre 16 000 et 20 000 tonnes, dont environ 40% de pertes, faute de conservation ou de transformation. En font les frais à chaque période d'abondance, commerçants et producteurs de bananes plantain. Quand j'envoie la banane, il y a beaucoup qui me regardent. Je m'avais versé au moins 3 broulettes comme ça, 2 broulettes comme ça. Nous avons produit en 2000 plus de 50 000 tonnes de produits vivriers. Et pour la banane plantain, tout était pourri. Fini ces déperditions. Cette unité va transformer une tonne de banane plantain trop mûre en semoule au couscous et produire plus de 2 tonnes d'attiéké par heure. Soulagement des bénéficiaires, les 4 000 membres de la société coopérative Les Moissonneurs de Tomodi. Cette unité est bienvenue pour nous aider, mais c'est encore petit pour la production que nous faisons. Actuellement, nous avons mis en place 100 hectares de manioc et 200 hectares de bananes plantain. En définitive, le Fonds interprofessionnel agricole FIRCA, l'Université Nangui-Abrogwa et le district autonome des Lacs trouvent en cette usine le moyen d'autonomisation des régions et des populations tel que voulu par le chef de l'État par la création récente des gouvernorats de districts. Ce projet permet de valoriser cette banane trop mûre, d'obtenir des produits qui se conservent sur une longue période. Et tout cela va contribuer donc à la réduction de la pauvreté. Une des recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a toujours été la proximité de ses ministres dans leur région avec les populations. Vous savez également que Madame la Première Dame s'est lancée depuis 2011-2012 dans l'autonomisation de la femme à travers le FAFSI. Nous avons donc pour devoir d'appuyer toutes ces braves dames qui se sont regroupées en coopérative afin de pouvoir produire énormément, mais également transformer. L'usine de Tomodi porte à 3 le nombre d'unités de production de semoule de bananes plantain et d'attiéké en Côte d'Ivoire au terme d'un projet de FIRCA et de l'Université Nangui-Abrogwa mis en place par l'État et la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. On revient ici à Abidjan où se tiendra bientôt la 2e édition des journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat. Ce sera au mois de septembre prochain. C'est à l'initiative du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de la Chine. À travers donc des panels, des conférences et des retours d'expérience, l'édition 2021 ambitionne d'assainir la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les détails avec Marion Jaffoué et Dongui Dongui. Après la première édition des journées sino-ivoiriennes d'investissement et de partenariat qui a facilité la signature d'un accord entre la Fédération nationale des syndicats de la Chine et de la Confédération ivoirienne des syndicats libres, place à la 2e édition qui se déroulera du 27 au 29 septembre prochain à l'immeuble Questable au Plateau. Entre autres objectifs de cette édition, motiver les jeunes entrepreneurs locaux à collaborer avec les entreprises chinoises. Ces entreprises attendent donc que des opportunités leur soient présentées. Les journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat sont ce cadre pour présenter toutes les opportunités intéressantes qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire. Cette 2e édition intervient dans un contexte économique mis à rude épreuve par la pandémie du coronavirus. Près de 1500 entreprises participeront à ces activités, dont China Road and Bridge Corporation,
constructeur du 5e pont. La Côte d'Ivoire et la Chine restent les deux pays qui ont maintenu une croissance économique avec la crise sanitaire. Donc, je pense que ces deux puissances du monde, du tiers-monde, vont aller ensemble dans un même sens. Donc, c'est une situation gagnant-gagnant. Le thème retenu pour cette deuxième édition est « Défis et opportunités de la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne face à la Covid-19 ». On en vient maintenant au SAPAIF, le Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine, organisé par la Fédération nationale des associations de femmes dans le Vivrier en Côte d'Ivoire. L'impact de la Covid-19 sur le développement de l'économie locale, voilà le thème retenu pour cette première édition. Les femmes de toutes les régions du pays ont pu donc partager leurs expériences. C'est ce que nous dit notre reporter Dangui Dangui. Ramia, Joshua, venez. Amissa Akoua, femme au foyer, s'est lancée dans l'entrepreneuriat depuis 2019. Elle a été affectée par la Covid-19 en mai 2020. Pour l'instant, je travaille ici à la maison. J'ai débuté depuis 2019, mais avec le Covid-19, on avait arrêté les activités et tout. Depuis octobre 2020, j'ai repris les activités. Ce matin, pour rehausser ses activités, Amissa s'apprête à se rendre au Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine qui se tient dans la ville balnéaire de Grand-Bassam. C'est une opportunité pour nous de participer au Salon pour l'autonomisation de la femme qui se déroule en ce moment ici à Grand-Bassam. Je compte y aller pour découvrir de nouvelles personnes. Entrepreneuriat féminin, impact de la Covid-19 sur le développement de l'économie locale, c'est le thème de la première édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine. Salon qui se veut un cadre idéal pour la promotion des talents féminins. Elles ont des expositions, ce sont des produits qu'elles présentent et ces produits-là contribuent à l'économie locale et comme à l'économie nationale. Et donc ici, nous voudrons montrer aux yeux de tous le rôle de la femme dans l'économie locale pour montrer qu'elle apporte toujours une plus-value à tout ce que nous remarquons concernant la croissance économique. C'est une initiative qui cadre parfaitement avec notre programme d'action. Vous voyez l'entrepreneuriat de la femme, l'autonomisation, ce sont des questions clés, des priorités du gouvernement. C'est même la vision politique du président de la République. Des femmes autonomes, des femmes qui participent à leur propre prise en charge d'abord, celle de leur famille, et qui participent au développement du pays. Comme Amissa Akoua, les participantes espèrent à l'issue du salon un appui financier. Si tu as vu qu'on a eu de courage pour venir prendre ces stands-là pour présenter notre produit en chair de fond. La première édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine s'inscrit dans une plateforme de contact, de rencontres, de formation, d'échanges et de partage entre les femmes venues de toutes les villes du pays. Ce sont au total 3300 femmes qui y sont attendues. C'était un reportage de Dangui Dangui du service économie de la rédaction. Intéressons-nous maintenant au coronavirus, à ses dégâts en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Le virus Covid a tué à ce jour 4,47 millions de personnes à travers le monde pour un total de 215 millions de malades. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 415 décès. 54 299 personnes ont contracté la maladie depuis mars 2020 et rien qu'hier, jeudi, 261 nouveaux cas ont été confirmés et 2 personnes en sont mortes. Le vaccin et le respect des gestes barrières, voilà ce qui nous protégera de ce virus malsain. Toujours au chapitre santé de ce journal, l'association Autisme Côte d'Ivoire et ses partenaires ont aussi initié une série de formations des professionnels de la santé. Cette formation lancée à l'Institut national de santé publique à Adjamé vise à terme à élaborer des stratégies d'accompagnement pour les personnes atteintes d'autisme. Le compte-rendu de Janaba Bini et Walter Amadou Ouattara. Former les professionnels de la santé pour une bonne prise en charge des autistes. L'association Autistes Côte d'Ivoire en fait un combat
En collaboration avec ses partenaires, elle vient d'initier une série de formations. Ce programme vise une bonne prise en charge des autistes. Tout part des professionnels. Ils sont le socle d'une bonne prise en charge des enfants. Et notre association est beaucoup basée sur la formation des professionnels et des parents. Parce que pour qu'un enfant autiste puisse s'en sortir, il faut des professionnels bien formés et des parents aussi formés pour que l'enfant puisse pouvoir s'adapter, s'intégrer à la société. Le personnel soignant bénéficie également de renforcement de capacités en élaboration des stratégies d'accompagnement pour les autistes. À partir de 6 à 9 mois, on peut détecter, alors ce ne sont pas des signes de l'autisme, mais ce sont des signes plus généraux de ce qu'on appelle les troubles neurodéveloppementaux, dont fait partie l'autisme. On va utiliser des grilles de développement, il en existe plusieurs, ce sont des grilles assez rapides qui nous permettent de détecter s'il y a ce qu'on appelle des signes d'alerte, qui sont des petits signes en fait d'un développement qui n'est pas typique chez les bébés et qui peut ensuite évoluer vers de l'autisme. C'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente de nos jours. Et au niveau de la prise en charge, je pense que ça pose un peu problème. Donc ce genre de formation, de renforcement des capacités, là, je pense que c'est bienvenu, voilà, pour qu'on puisse bien prendre en charge les enfants atteints d'autisme. Selon Anna Bissouma, responsable du centre, Marguerite T. Bonlé, pour un meilleur accompagnement des autistes, il faut une formation continue des parents en plus des agents de santé. Le week-end dernier, de nombreux étudiants ivoiriens du Burkina Faso ont été honorés. Ils sont tous du domaine du bâtiment et génie civil au pays des hommes intègres. Ces étudiants ont reçu des diplômes pour saluer leurs efforts et leur travail. C'était en présence d'Astotoré Dagnogo. Cérémonie de remise de diplôme, moment riche en émotions, moment de consécration de plusieurs années d'études et de travaux acharnés. Une période qui marque la fin du cycle universitaire et les premiers pas dans le monde professionnel. Je suis ingénieure, maintenant ingénieure, et je suis très heureuse, ça me réjouit, c'est une fierté pour moi et pour ma famille. Ça représente pour moi une grande joie parce qu'il faut franchir certains obstacles, il faut toujours avoir le courage, avoir un mental, il faut donner le meilleur de soi-même. Ils étaient plus de 50 étudiants diplômés en bachelor et en master d'ingénierie, tous issus de la diaspora, attendus par l'ensemble du personnel de leurs établissements d'origine. C'est dans cette ambiance festive que le premier responsable de l'université a exprimé sa joie et la symbolique de la cérémonie. L'objectif visé de cette rencontre, c'est d'abord rendre visibles nos employés. L'Afrique bouge, le monde évolue et l'innovation, c'est important. Donc notre credo, c'est de s'accrocher à cette innovation par la veille stratégique et former nos étudiants pour qu'ils puissent s'adapter aux besoins du marché de l'emploi. C'est un moment fort en émotion que les étudiants récipiendaires ont partagé avec leurs différents proches. Après avoir reçu leur certificat, les diplômés ont exhorté la jeunesse à être un modèle d'excellence, car pour eux, l'éducation occupe une place de choix dans la réussite. C'est bientôt la fin des vacances et bonjour la rentrée scolaire, une occasion pour la Fondation Woroba de donner du rire aux élèves et à leurs parents. Avec l'appui de l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, la Fondation vient d'organiser la 4e édition de la rentrée souriante, un moment meublé d'actions éducatives et de dons de kits scolaires. On reste avec Astotoré Dagnogo. Apporter le sourire par des actions concrètes de sensibilisation et d'assistance pratique aux élèves et à leurs parents à chaque rentrée scolaire, c'est l'objectif de la Fondation Woroba à travers le projet dénommé Rentrée scolaire souriante. Nous nous sommes rendus compte de certaines problématiques. Nous avons souhaité, dès le départ, apporter notre contribution non seulement aux hommes des médias, mais aussi aux personnes que nous estimons qui sont plus dans le besoin que nous. Conscient de la nécessité de donner aux enfants les meilleurs outils d'apprentissage pour leurs responsabilités futures dans un monde toujours dynamique, l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire donne ici les raisons de son implication à cette activité. C'est un événement de haute portée sociale qui va dans le sens du développement de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. La priorité, c'est de former les enfants pour avoir de nouvelles générations compétentes, des générations bien formées, des générations éduquées qui permettront de contribuer chacun à son niveau à l'essor de leur pays respectif pour un avenir meilleur. Plusieurs personnalités ont donné également leur caution à cette activité d'utilité publique. Nous louons l'initiative
de Yoruba.net qui fait l'effort quand même d'accompagner nos enfants depuis 4 ans. Tout ça contribue à renforcer la capacité de nos enfants et cela est quelque chose d'assez louable. Au nombre des actions de cette 4e édition figurent entre autres les jeux éducatifs, les expositions, les dons de kits scolaires et les panels. L'initiative, c'est d'apprendre aux enfants des rudiments de la santé alimentaire, mais de par les parents. Aujourd'hui, les enfants vont à l'école, on va leur choisir la meilleure école, les meilleurs formateurs, et dans 10, 15, 20 ans, on va se découvrir qu'ils sont malades. Donc, on prépare tout, mais on ne prépare pas leur santé de demain. Donc c'est le lieu d'interpeller les parents qu'il y a des efforts à faire pour apprendre à l'enfant comment manger, comment boire, comment prévoir sa santé pour que nos parents soient informés qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. La rentrée scolaire souriante qui célèbre sa 4e édition cette année bénéficie de l'accompagnement de certains partenaires privés et des institutions publiques telles que le CNDH, Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Des actions donc qui donnent du sourire aux élèves et surtout aux parents d'élèves. Avant cette rentrée scolaire qui avance à grands pas, l'église Papa Nouveau a souhaité célébrer les élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'était cette semaine à Toukouzou-aux-Alem dans le département de Grand Laou, région des Grands Ponts. Il s'agissait d'une journée de bénédiction dans le but de promouvoir les valeurs d'excellence et de discipline chez les apprenants. Depuis Toukouzou-aux-Alem, le reportage de Jean-Marc Djadji. Toukouzou-aux-Alem, terre de prière pour des dizaines de milliers d'élèves et d'étudiants. Nous sommes à la 65e édition de la fête dédiée en leur honneur par l'église Papa Nouveau. Durant cette nuit, dans la sainte cour de Aux-Alem, première étape de la célébration, ces jeunes chantent les merveilles du Seigneur et élèvent leurs bougies au ciel. Ils sollicitent par leur invocation et ses illuminations la grâce divine pour leur parcours scolaire et universitaire. Ce matin, dans la grande église Izi-Isa, l'heure est de nouveau venue pour ces élèves sans distinction de religion de communier avec Dieu. Une occasion pour les guides d'exhorter la jeunesse à cultiver les 3 piliers de la doctrine du prophète Papa Nouveau, la paix, la prière et l'excellence. Papa Nouveau considère que l'élève et l'étudiant qui va à l'école doit se préoccuper de ses études, mais surtout le respect. Il part du principe qu'il faut respecter son enseignant. Cette innovation religieuse a reçu l'approbation des autorités gouvernementales. Mettre l'éducation et la formation à l'avant-scène d'une entreprise, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. De sorte que chaque année, n'est-ce pas, des élèves, des étudiants, les parents d'élèves, les enseignants viennent, n'est-ce pas, donc au niveau de l'église Papa Nouveau, pour non seulement le célébrer pour ce qu'il a fait, mais pour être ensemble. Quand on dit de la Côte d'Ivoire qu'il est un pays béni de Dieu, c'est vrai, c'est de par sa position géographique, c'est vrai, c'est de par les productions alimentaires que nous avons, mais surtout par la valeur et la puissance des cultes qui sont pratiqués sur le territoire ivoirien. Et le président Ouattara a voulu donc traduire sa fraternité et sa reconnaissance à la grande communauté Papa Nouveau. Initiée depuis 1956 et célébrée pendant les vacances scolaires, la fête des élèves et étudiants est vecteur d'intégration culturelle. La solidarité et le partage sont des valeurs qui doivent nous habiter tous. Les pensionnaires du village SOS d'Abobo sont heureux, eux, d'avoir reçu soutien et réconfort. La Fondation Paix et Union en Afrique vient en effet de leur offrir une importante quantité de vivres et de non-vivres. Le témoignage d'Astou Touré d'Anyugo. Du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile et des non-vivres remis au premier responsable du village SOS d'Abobo. Une initiative de la Fondation Paix et Union en Afrique, une organisation œuvrant pour la promotion des droits des minorités et du genre, ainsi que l'entraide et l'assistance aux couches sociales vulnérables. Nous sommes venus pour visiter le village SOS d'Abobo, pour nous enquérir de leurs difficultés, de leurs préoccupations au quotidien et voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à apporter une solution à leurs préoccupations. Ces enfants sont nos enfants. Ils ont besoin de notre amour, de notre compassion, de notre affection. Et la Fondation Paix et Unité en Afrique fera tout pour être toujours aux côtés de ces enfants. Une action bien appréciée à sa juste valeur par les premiers bénéficiaires.
La Fondation Paix et Union en Afrique entend poursuivre cette action caritative afin d'impacter au maximum les couches sociales vulnérables de Côte d'Ivoire. Rien que des attaques meurtrières dans l'actualité inter que je vous propose en cette mi-journée. En Tanzanie, 3 policiers et un agent de sécurité privée ont été tués mercredi à Dar es Salaam, la capitale économique du pays. C'était lors d'une fusillade qui a eu lieu dans une rue abritant plusieurs représentations étrangères. L'agresseur a été abattu par la police devant l'ambassade de France. Son identité et ses motivations sont encore inconnues. Les autorités tanzaniennes assuraient mercredi soir qu'il était trop tôt pour conclure qu'il s'agissait de terrorisme. Et en Afghanistan, ce sont 2 djihadistes considérés comme appartenant à l'État islamique qui se sont fait sauter à Abbegate, suivis par d'autres djihadistes qui ont fait feu sur les civils et les militaires. Cette attaque est la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan. Au total, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis a coûté la vie à plus de 1900 militaires américains au combat. Joe Biden a adressé un message de fermeté aux responsables des attentats de jeudi au groupe de l'État islamique en Afghanistan. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, nous allons vous traquer et vous faire payer. Nous vous retrouvons demain, 13h, ici même, sur la chaîne qui rassemble.